Bonjour, nous allons parler du cryptage, ou plus précisément du chiffrement. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le règlement général de protection des données? Je suppose que vous pourrez répondre à cette question dans quelques minutes. Donc, une présentation de ce procédé qui permet de protéger nos données, de protéger les données que nous confions à nos ordinateurs en particulier. Et pour nous aider, un petit logiciel que je vais vous présenter en vitesse à la fin du tutoriel, 7zip. Le cryptage des données avec le logiciel 7zip. Pourquoi crypter? Comment ça marche le cryptage? On va présenter trois approches, trois manières de travailler. L'installation du fameux petit programme, qui est la troisième approche parmi celles présentées au point précédent, et quelques conseils d'utilisation. Pourquoi faire? Pourquoi chiffrer? Pourquoi crypter? Mais tout simplement parce que le règlement général de protection des données rappelle à tous les responsables de traitement qu'ils doivent mettre en place des mesures techniques. Pas seulement organisationnelles, mais aussi techniques pour protéger les informations qui sont traitées. Le chiffrement est une manière de protéger, tout comme une serrure et une clé sont une manière de protéger un local, une vitre blindée, éventuellement un système d'alarme. Le chiffrement fait tout simplement partie de ces outils qu'on va utiliser pour protéger les informations que l'on traite. Alors pourquoi? Parce que le nombre d'informations traitées par voie informatique explose. On évoque 40 fois plus de données traitées aujourd'hui par voie informatique dans le monde qu'il y a une dizaine d'années. Les supports se diversifient également. Clés USB, cloud, portable, smartphone, ce sont autant de supports sur lesquels sont mémorisées des informations qu'il faut protéger. Dans nos écoles, de plus en plus de traitements aussi sont confiés aux ordinateurs, et je ne vais évoquer ici que les plus sensibles, les plus problématiques, à savoir des dossiers PIA, plan individualisé d'apprentissage, des bulletins électroniques, les dossiers intégration, etc. Ce sont des informations qu'on ne peut pas se permettre de traiter comme on traite n'importe quelle liste avec juste un nom, un prénom, évidemment. Le chiffrement, et ça c'est la dernière raison pour laquelle on va vous inciter à utiliser cet outil, c'est que le chiffrement est reconnu par l'autorité et en général par les autorités de contrôle comme un outil tout à fait valable et fiable. Ici, je me rends sur la page de l'autorité de protection des données, dont vous avez le lien ici. C'est une page sur laquelle l'autorité nous explique comment gérer une notification de fuite de données. Donc, au cas où vous avez une violation de données, des portables qui sont volés, un hacker qui a réussi à pénétrer le système informatique, oui, il vous explique ici ce qu'il faut faire. Procédure assez lourde, dont on se passe bien, ça je peux vous le dire, ça prend du temps et c'est pas très agréable à faire. Ce que je peux lire, et c'est ça qui m'intéresse ici, tout en dessous, à la fin de la page, dans quel cas les fuites de données ne doivent pas être notifiées à l'autorité, notamment lorsque le responsable a démontré que les données avaient été cryptées ou sécurisées d'une autre manière afin d'être rendues incompréhensibles pour des tiers. Donc, si vous cryptez, si vous chiffrez, si vous protégez vos données correctement, en cas de vol de votre portable, par exemple, vous ne devrez pas faire de signalement à l'autorité de contrôle. Le cryptage par chiffrement, comment ça marche? D'abord, une petite précision de vocabulaire. Vous avez entendu que j'utilise les deux termes, cryptage et chiffrement. Or, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Cryptage, d'abord, c'est un anglicisme, mais qui désigne grosso modo toutes les techniques qui permettent de protéger des informations, de les rendre illisibles d'une façon générale. Le chiffrement est une de ces techniques. Il consiste simplement à transformer les lettres de ce texte, par exemple, que vous voyez sur la dia, en un message incompréhensible et illisible, mais qui peut être redécodé par quelqu'un à qui vous allez donner la clé. Donc, généralement utilisé pour des données mémorisées sur les ordinateurs, mais aussi les données transmises d'un point à un autre, grâce à Internet notamment, avec l'appel à ces fameuses technologies, ou protocoles plutôt, de sécurisation. Vous reconnaissez peut-être ces acronymes-là, mais non, peu importe, c'est pas le plus important.
Alors, comment ça marche? Bah, tout le monde sait comment on fait du chiffrement, hein. On l'a tous fait sur les bancs d'école quand on s'ennuyait un petit peu, à savoir prendre un texte qu'on veut transmettre, un petit billet qu'on veut transmettre à un copain, hein, sous la table, et prendre le soin de transformer chaque lettre en prenant 3 lettres plus loin dans l'alphabet, tout simplement, et d'obtenir quelque chose qui est épouvantable à lire, illisible. Quelqu'un d'un peu intelligent sait assez vite trouver la clé, hein. Ce sont des procédés relativement simples, mais il lui faudra quand même un certain temps, hein. Alors, ça, c'est la technique qu'on appelle la clé de César. Il semblerait que l'empereur ait utilisé ces techniques sur des champs de bataille pour empêcher que certains messages arrivent trop vite entre les mains de l'ennemi à être décodés. Et donc, simplement, le décalage de 3 lettres dans l'ordre de l'alphabet permet déjà de faire ce qu'on appelle du chiffrement. Et là, on a 2 concepts fondamentaux. On a d'abord l'algorithme et puis la clé. L'algorithme, c'est je décale en suivant l'ordre de l'alphabet. Et la clé, c'est 3. Si je décale de 3, ou 8 si je décale de 8. Donc, pour déchiffrer, il faut avoir l'algorithme, il faut avoir la clé. Et puis pour déchiffrer, il faut la clé. Il faut l'algorithme aussi. Le but est d'empêcher que les informations protégées soient lues, ou en tout cas soient trop facilement lues par un kidam ou par quelqu'un de malveillant. L'important dans ce processus, c'est un peu comme les clés sur les portes, hein. C'est la même chose, ou la fenêtre blindée, qui n'est jamais inviolable. L'important, c'est de jouer un rôle, ou plutôt un effet de dissuasion, et de faire perdre du temps à celui qui va essayer de vous ravir des informations. Si je prends l'exemple d'un petit malfrat qui vient vous voler votre portable dans votre coffre quand vous faites des courses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce portable, que ce soit pour l'utiliser pour lui ou pour le revendre, il va un peu s'y intéresser et il va aller voir dedans s'il n'y a pas des informations intéressantes. Il va tomber sur votre mot de passe Windows, votre mot de passe de session, donc il ne sera pas si facilement rentré dedans. Puis un copain lui dira, tu sais, tu n'as qu'à tirer le disque dur du portable, tu le branches sur ton ordinateur, tu pourras absolument tout lire. Et c'est le cas, je peux vous le dire. Si un disque dur n'est pas protégé, crypté, n'importe qui sort le disque dur de votre ordinateur peut lire absolument tout ce qu'il y a dessus. À ce moment-là, s'il tombe sur un disque dur qui a été crypté, qui a été chiffré, là, il va commencer à se gratter la tête en se demandant comment est-ce que je vais pouvoir accéder aux informations. Par contre, si c'est pas crypté, je vous l'ai dit, il va les lire et si par malheur il tombe sur des informations qui sont peut-être intéressantes, faire un peu de chantage ou que sais-je, ou éventuellement trouver le bulletin d'un copain que je connais justement dans la région et je le balancerai bien sur Facebook, alors là, on est parti pour des drames. Donc, le chiffrage permet de gagner du temps. Tout simplement. C'est jamais vraiment inviolable, il permet de gagner du temps et d'être, on l'estime en tout cas, les autorités l'estiment, suffisamment dissuasif. Alors, nous vous proposons 3 approches. Je vous rappelle qu'on parle ici de protéger les données personnelles de nos élèves, de leurs parents, de nos collègues. Alors, première technique, c'est utiliser un outil qui est proposé avec notre système d'exploitation favori, qui est le système d'exploitation Windows 10. La plupart de vos ordinateurs sont équipés de Windows 10, pas tous, il y en a qui travaillent avec Apple et d'autres qui travaillent encore avec d'autres OS, mais celui-ci est quand même le plus fréquemment rencontré dans nos secrétariats et dans nos écoles. Et la version Pro de Windows 10 propose l'outil qui s'appelle BitLocker, qui permet de chiffrer tout votre disque dur. C'est une procédure qui, en apparence, est vraiment très simple, qui est certainement très pratique, parce qu'une fois que votre disque dur est chiffré, une fois que c'est fait, vous travaillez comme avant, ça ne changera rien à vos habitudes. Donc pour l'utilisateur, c'est une méthode simple, mais qui est quand même un peu délicate à mettre en œuvre. On l'utilisera pour protéger un disque dur complet, une partition de disque dur, ou une clé USB par exemple. Là, ça peut vraiment être très très pratique. Je conseille de faire appel à un informaticien si un jour vous décidez de chiffrer tout votre disque dur. Pas pour une clé USB, là vous pouvez vous risquer, franchement le risque n'est pas très grand. Vous gardez de toute façon une copie des informations ailleurs, hein. Mais pour tout un disque dur c'est plus délicat, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça c'est BitLocker. Vous allez dans votre explorateur Windows, je vais prendre l'explorateur.
Voilà, je suppose que vous reconnaissez cette fenêtre. Le disque dur, C, ici, système C. Clic droit, activer BitLocker. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que la procédure prend du temps. Il va d'abord analyser le disque pour voir si tout est OK. Puis il va vous dire, OK, on peut y aller, mettez un mot de passe. Vous rentrez un mot de passe. Et là, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des heures si votre disque dur est très, très important. Donc, mais une fois que ce sera fait, ce sera complètement transparent. Vous n'aurez plus rien d'autre à faire. C'est quand même vraiment très, très rassurant. Alors, deuxième méthode, deuxième approche, très proche de la précédente, je vous le dis tout de suite, mais qui peut convenir pour ceux qui n'ont pas Windows 10 Pro, c'est un programme qui s'appelle VeraCrypt. C'est un programme gratuit, réalisé en open source, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, c'est un programme d'accès libre, tout à fait libre, et qui peut également servir à chiffrer tout un disque, ou rien qu'une clé USB, mais également dans sa totalité. Vous achetez une petite clé à quelques euros, vous la chiffrez, vous êtes tranquille. Ouais. Alors pourquoi s'en passer? Mais qui permet de faire plus encore. Il permet de faire des dossiers secrets, dossiers cachés que seul vous ne verrez. Ok. Et donc ça, c'est relativement intéressant. Évidemment, il faut se rendre maître de l'outil, il faut un peu apprendre à l'utiliser. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais si vous avez un jour peut-être quelques heures à consacrer à ça pendant des vacances ou que sais-je, pendant votre temps de travail, mais quand la charge est un peu moins importante, pourquoi pas vous y mettre? Il y a de très bons tutoriels sur Internet qui expliquent comment l'utiliser. De nouveau recommandé si vous êtes un gros utilisateur d'ordinateurs portables, souvent en déplacement, avec des clés USB. Et là aussi, je vous conseille, en tout cas si vous faites le chiffrement de toute une partition de disque dur, par exemple, de faire appel à un informaticien. Pourquoi faire appel à un informaticien? D'abord parce que l'installation est délicate. Si vous lancez le chiffrement d'un disque dur et qu'il y a une panne de courant à ce moment-là, ou votre batterie qui lâche, ça peut être très très désagréable. Vous risquez quand même d'être dans une situation difficile à récupérer. Donc, rien que pour la procédure d'installation, il vaut déjà mieux avoir quelques bons conseils. Pour récupérer les données que vous avez chiffrées, imaginez, voilà, votre ordinateur rend l'âme, votre disque dur fonctionne toujours, vous allez retirer le disque dur de votre ordinateur ou demander à votre fils de le faire s'il le fait mieux que vous, il va le brancher sur un autre ordinateur et vous dire, mais papa, je ne sais pas récupérer ces données, il exige un mot de passe. Donc, il faut prévoir tout ça. Donc, prévoir une procédure de récupération en cas de sinistre, ça, l'informaticien pourra vous y aider, prévoir toutes les sauvegardes nécessaires dans ce cas-là et apporter le support tout au long des opérations. On en vient à 7-Zip, qui est cette troisième méthode proposée ici, qui est la plus simple et pour un besoin bien particulier. Vous n'allez pas couvrir tous vos besoins en chiffrement avec ceci, mais ça peut déjà aider pas mal quand même. C'est le chiffrement à l'aide de dossiers compressés. Il existe deux logiciels très connus pour réaliser cette opération. 7-Zip et WinRAR. WinRAR est payant, mais franchement, c'est pas cher. C'est 30 ou 40 euros pour une licence, et une licence sans limite dans le temps. 7-Zip est plus modeste, plus rudimentaire, mais très très efficace et très simple à utiliser. Deux produits très populaires avec plein de tutos sur Internet, des forums à profusion. Donc, le support technique est garanti. Comment est-ce qu'on va utiliser ces petits logiciels? Par exemple, pour transmettre une série de dossiers, de fichiers avec des données sensibles à un collègue qui, lui, n'a qu'une boîte yahoo.fr, vous dites, oh là là, est-ce que je peux envoyer des informations aussi sensibles en clair dans une boîte mail Yahoo qui n'est pas protégée du tout, confidentialité zéro, vous allez être embêté. Donc, dans ce cas-là, chiffrer le dossier, l'envoyer, envoyer le mot de passe au collègue, évidemment, et lui dire, ben maintenant, tu peux aussi t'installer 7-Zip. Ça prend quelques secondes. Vous allez voir, 7-Zip, c'est vraiment une formalité. Et du coup, il pourra lire, ouvrir le dossier et le lire. Et on ne pourra pas vous taxer de négligence dans le cadre de ce transfert d'informations. Stocker des fichiers sur un cloud qui est peu sûr. Par exemple, vous disposez d'une petite Dropbox, mais gratuite, là, la version gratuite. Vous dites, est-ce que je peux mettre des infos sensibles dans cette Dropbox? Mais par précaution, si vous le compressez avec chiffrement de données, vous pourrez le faire sans problème.
Même chose pour stocker des informations sur une clé USB, par exemple. Ça, je l'ai déjà évoqué. Voyons comment se présente ce logiciel. On va d'abord l'installer et puis je vais vous montrer comment il fonctionne. Pour l'installation, nous nous rendons sur Internet. Nous faisons une petite recherche où on prend le lien qui est 7-zip.org. On ne peut pas faire plus simple. Et vous arrivez sur cette page qui vous propose des liens de téléchargement. Vous voyez qu'il vous en propose deux. Un pour la version 32 bits et un pour la version 64 bits de votre ordinateur. Donc ça, c'est une caractéristique de votre processeur vraiment et du système d'exploitation de travailler dans un mode ou dans un autre. Je vous explique pas ce que ça veut dire ici, c'est pas le but. Mais il faut savoir si vous avez un ancien ordinateur ou plus ancien, il sera peut-être encore en 32 bits. La plupart des ordinateurs récents sont en 64 bits. Donc pour voir ça, vous allez dans Paramètres, un petit trou denté, vous allez dans Système. Dans Système, vous descendez tout en dessous, vous prenez Information Système, et là les informations apparaissent, et vous voyez que je suis un système d'exploitation en 64 bits sur le processeur qui est x64 également. Donc, je suis rassuré à ce propos, je reviens à ma fenêtre Internet, je clique sur le lien de téléchargement, vous allez voir, c'est instantané parce que c'est un tout petit fichier, il fait 1 mégabyte, c'est rien du tout. Je vais dans mes téléchargements, je retrouve le fichier, je lance l'installation, il me demande l'autorisation, je dis oui, et puis j'accepte les options par défaut, il y en a deux. Moi, je ne vais pas aller plus loin puisque je l'ai déjà installé, bien sûr, mais comme c'est là, c'est quasi terminé. Donc, plus rapide que ça, c'est difficile. Donc, comment utiliser 7-zip? Premier exemple, je reviens à mon explorateur Windows, je vous ai préparé un dossier test, je fais clic droit 7-zip, donc le menu contextuel me propose d'ajouter à l'archive. Là, j'ai une série d'options, je laisse les options par défaut, je ne me casse pas la tête, il me propose un nom tout fait qui est le nom du dossier, mais se terminant par 7Z. Je tape un mot de passe. Alors pour la qualité du mot de passe, on reviendra, mais ça, vous connaissez les règles. Hein. On vous l'a sûrement déjà expliqué, des mots de passe assez longs, avec différents types de caractères, des chiffres, des lettres, etc. Donc j'y vais. Il crypte, ça prend quelques secondes ici, mais ce n'est pas un très gros dossier. Hein. Et vous allez voir qu'apparaît ici une deuxième copie de ce dossier test, mais en version compressée et cryptée. Si je veux lire le contenu de ce dossier, même moi-même, hein, si je double-clique dessus, non, double-cliquer, il ne voudra pas. Si je veux lire le contenu de ce dossier, je fais clic droit, ouvrir l'archive, toujours à partir de l'option 7-zip, il va me demander le mot de passe. Sinon, je ne pourrai pas y accéder. Là. Une fois que le mot de passe est rentré, il présente une fenêtre dans laquelle je retrouve le dossier et les différents fichiers qui sont dedans. Donc, je peux ici extraire un fichier à la fois, ou voilà. Autre possibilité, vous avez créé votre dossier et vous continuez à apporter des fichiers à mettre dedans. Il ne faut pas chaque fois extraire tout, remettre le dossier, recrypter tout. Non, c'est plus simple que ça. Vous prenez le nouveau fichier que vous voulez ajouter à ce dossier, vous faites un clic droit, 7-zip comme toujours, et je vais ici ajouter à l'archive. Il va me demander à laquelle, évidemment, parce que vous pourriez avoir plusieurs dossiers compressés dans les environs. Donc je choisis le dossier dans lequel je veux ajouter le fichier, je fais OK, il faut remettre le mot de passe, bien sûr. Sinon, et il ajoute le fichier qui désormais se trouve également dans dossier test 7Z. Donc voilà des techniques très très simples, pour protéger des dossiers complets. En général, on va utiliser ça pour des dossiers qui sont envoyés d'un endroit à un autre ou qui ont une vocation d'archive, d'accord? Et ça peut déjà vous permettre, prendre un exemple tout simple, vous partez en vacances,
vous avez été gestionnaire des plans individualisés d'apprentissage pour toute votre école, vous en avez une quarantaine, vous avez ceux de l'année d'avant et encore de l'année d'avant, donc vous en avez des centaines sur votre ordinateur. Vous savez que vous laissez votre portable dans le living, même s'il y a une alarme à la maison, vous dites « Oh, ça pourrait arriver que, malheureusement », mais avant de partir en vacances, pour dormir sur vos deux oreilles, tous les dossiers, vous les chiffrez. D'accord, vous en faites une sauvegarde déjà que vous cachez et vous les chiffrez, vous ne les laissez pas sur un portable sans les avoir protégés un minimum. À ce moment-là, on pourra rien vous reprocher si jamais on vous vole votre ordinateur. Ou en tout cas, vous ne serez pas obligé de faire la fameuse procédure de notification. Donc voilà, on récapitule, on a vérifié si le système tolérait du 32 ou du 64 bits, on a téléchargé le fichier, on l'a exécuté, on a accepté les options par défaut, et par un simple clic droit, on a accédé aux différentes possibilités. J'ai présenté les deux principales, évidemment, vous essayerez les autres vous-même, il ne faut pas avoir peur, il ne s'est pas arrivé grand-chose ici. Quelques conseils d'utilisation pour terminer. On a parlé suffisamment de la nécessité de faire des sauvegardes de sécurité au bon moment, quand on prend des risques avec un dossier, avec un disque dur. Avec 7-Zip, il n'y a pas beaucoup de risques, puisque de facto, vous créez un double de vos données, puisque vous allez créer un dossier compressé sans supprimer l'original. Donc là, le backup, il y est, je vais dire, hein, et il faut juste veiller à gérer les choses par la suite. Par contre, pour les autres techniques, VeraCrypt, BitLocker, soyez beaucoup plus prudents, je l'ai dit. Mais il faut aussi un collègue ou une collègue backup. On parle ici de données professionnelles, de données sur nos élèves, les parents, les collègues. On peut pas se permettre d'être seul à la manœuvre quand on commence à chiffrer, à protéger les données. C'est un peu comme si vous installez un coffre-fort dans votre maison et que vous êtes le seul à savoir où est la clé ou comment l'ouvrir. Vous pouvez quand même mettre votre famille, votre entourage dans l'embarras si un jour vous cassez une jambe ou que vous êtes dans les pommes et qu'on ne sait plus rien vous demander. Donc, c'est pas souhaitable, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Donc, un collègue backup, ça, c'est indispensable. Alors, notez les procédures dans un petit carnet, notez peut-être ce que vous avez fait en résumé, les mots de passe, un petit carnet que vous cachez dans un tiroir et vous annoncez à votre collègue, tiens, voilà, c'est là que sont tous les secrets dont tu aurais besoin si un jour tu devais me remplacer. J'espère que ce tutoriel vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas à revenir ici visiter notre petite chaîne RGPD pour voir si d'autres sujets apparaissent. De toute façon, nous prévenons les directions d'école en général via l'extranet ou via des communications du service juridique